Des constructions les plus époustouflantes de la planète. Regardez l'incroyable quantité de verre qu'il a fallu pour construire ce bâtiment. 11 000 pièces, c'est vraiment épatant. Aux machines modernes les plus puissantes. Orion ira là où aucun être humain n'est allé auparavant. L'échec n'est pas une option. Rien n'aurait été possible sans les inventeurs de génie du passé. C'est incroyable. Vraiment très impressionnant. Les pionniers de l'aviation effectuaient des vols en haute altitude dans des ballons semblables à celui-ci. C'est une merveille de technique. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Dans cet épisode, un sous-marin géant. Venir au chantier et voir ces sous-marins se construire, c'est vraiment magique. Des hommes qui repoussent les limites de l'ingénierie sous-marine. La classe Virginia est la génération de sous-marins les plus discrets que la marine américaine ait produit. Et d'autres innovations historiques. Voici un réacteur nucléaire. La coque en forme de goutte d'eau est devenue le standard pour tous les sous-marins modernes. Qui ont rendu l'impossible possible. Au début de son histoire, le sous-marin est surtout un engin de dissuasion. Mais au cours des années 1990, les méthodes de combat évoluent. La flotte américaine doit se moderniser. La Navy était à la recherche de solutions pour remplacer les bâtiments de la classe 688. Après des années de bons et loyaux services, ils étaient en fin de vie. Un peu comme un véhicule qui aurait beaucoup roulé. Il fallait trouver un modèle plus récent. Les designers en profitent pour bouleverser les règles de l'ingénierie maritime. Nous sommes devant le 15e sous-marin de la classe Virginia, l'USS Colorado. Ce bâtiment mesure 115 mètres de long. Il peut descendre à plus de 245 mètres de profondeur et se déplacer à des vitesses supérieures à 25 nœuds. La classe Virginia est la génération de sous-marins nucléaires d'attaque la plus sophistiquée jamais produite par l'US Navy. Le chantier naval d'Electric Boat de Groton termine la construction du 15e bâtiment de cette classe. Le vice-président de l'entreprise, Ken Blomstedt, prend toute la mesure du défi technique que cela représente encore. Il a fallu 15 millions d'heures de main-d'œuvre pour construire le premier bâtiment de la classe. Avec le Colorado, nous avons réussi à descendre à 10 millions d'heures. Ça vous donne une idée des efforts nécessaires pour pouvoir mettre l'une de ces merveilles à l'eau. Fraser Hudson, le capitaine de frégate du vaisseau jumeau du Colorado, l'USS Missouri, nous explique en quoi cette classe innovante est unique en son genre. J'ai servi à bord de 3 classes de sous-marins. La classe Virginia est de loin la classe la mieux conçue sur laquelle j'ai eu la chance de travailler. Ce monstre de technologie a été lancé pour la première fois en 2003. Il mesure une longueur équivalente à 26 voitures familiales. Il pèse plus de 7800 tonnes, l'équivalent de 40 baleines bleues. Équipé d'un réacteur nucléaire à la pointe de la technologie, il peut descendre jusqu'à 240 mètres. Il peut également se déplacer en eau peu profonde avec la plus grande précision. Tout ça grâce à une salle de contrôle équipée d'un système de navigation automatisé ultramoderne. Le pilote peut saisir n'importe quelle vitesse, n'importe quelle profondeur. Le sous-marin est capable de naviguer en eau peu profonde, près des côtes. C'est un bâtiment à la fois silencieux, endurant et polyvalent. C'est une référence pour tous les sous-marins.
Pour créer cette merveille sous-marine super adaptable, les ingénieurs de la classe Virginia ont dû relever plusieurs défis qui paraissaient insurmontables. Voilà des siècles que l'homme cherche à se déplacer sous l'eau. Autrefois, les chasseurs d'éponges plongeaient jusqu'au fond de l'océan armés d'une lourde pierre. Ils retenaient leur souffle plusieurs minutes. Voilà comment ils récoltaient leur précieux butin. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Silis, un plongeur grec, parvient à respirer sous l'eau à l'aide d'un roseau creux. Il en profite pour saboter la flotte perse ennemie. Selon la légende, c'est Alexandre le Grand qui mène la première mission à bord d'un vaisseau sous-marin, en descendant au fond du détroit de Bosphore dans un baril en verre. Il pense pouvoir espionner la défense adverse. Mais il est très compliqué de réussir à contrôler le déplacement d'un vaisseau sous-marin. Aujourd'hui encore, l'opération reste un défi conséquent. Nous voici dans le Maryland, au bassin d'essai David Taylor. Il mesure 1 km de long. Les apprentis designers nautiques du monde entier s'y retrouvent chaque année. Ils rivalisent d'ingéniosité pour remporter les courses de sous-marins qui y sont organisées. Des équipes d'ingénieurs du monde entier viennent ici avec les sous-marins qu'ils ont conçus et fabriqués dans l'espoir qu'ils deviennent le plus rapide sous-marin à propulsion humaine. Ils doivent parcourir 92 mètres sans sortir de l'eau, sans toucher le fond, les côtés, ni perdre aucune partie du sous-marin. La distance ne paraît pas très longue. Pourtant, le simple fait de rester sous l'eau tout ce temps n'est pas une mince affaire. Le déplacement vertical, c'est le plus difficile. J'ai pas de problème sur le plan latéral. J'arrive à suivre une ligne. C'est la flottabilité qui pose problème. Il est allé plus loin? Oui, nous sommes arrivés à mi-chemin. L'habillage ne tient pas très bien, mais les contrôles fonctionnent et le système de propulsion aussi. Le secret d'un bon sous-marin continue de torturer l'esprit de ces jeunes ingénieurs talentueux. On doit l'une des plus grandes avancées en matière de développement sous-marin à un inventeur américain, David Bushnell. C'était il y a 240 ans. Le professeur Rhys Morgan se rend aujourd'hui au Royal Navy Submarine Museum de Gosport, en Angleterre. Il vient se renseigner sur une arme secrète utilisée lors de la guerre d'indépendance américaine. Voici le Turtle, la tortue. Le premier submersible utilisé dans un combat sous-marin. Avec sa tortue, Bushnell avait prévu de se faufiler à travers les navires britanniques ennemis, ancrés dans le port de New York. Le vaisseau était lourdement chargé pour lui permettre de s'enfoncer sous l'eau. Un ballast était prévu sous le plancher. On le remplissait d'eau. L'opérateur, un homme du nom d'Ezra Lee, devait pomper l'eau pour ajuster le remplissage du ballast en fonction de la profondeur voulue. Une fois sous l'eau, les deux tubas qui équipaient le dessus de la tortue étaient scellés. Le pilote avait donc une réserve d'air limitée. Il manœuvrait le vaisseau à l'aide d'un ingénieux propulseur à manivelle installé à l'avant. Le mode d'attaque très rusé exigeait de se trouver à proximité de la cible. L'arme de la tortue, un fût de poudre, était fixé à l'arrière de la coque en bois. Le sous-marin se positionnait silencieusement sous les navires. Pour fixer le fût, il utilisait cette vis qui était littéralement enfoncée dans le fond des bateaux. Malheureusement, le pilote Ezra Lee découvre que les navires de la flotte britannique sont équipés de fonds métalliques. Triste coup du sort. Ezra Lee n'a pas pu percer le fond des bateaux. La tortue a donc été un échec.
Pour autant, elle a permis de poser les bases du combat sous-marin. Les principes du ballast et du mode de propulsion sont aujourd'hui encore utilisés dans tous les sous-marins. Si la Tortue ne pouvait transporter qu'un seul homme, la classe Virginia peut compter 135 membres d'équipage. Patty McDaniel est chargée d'aménager le tout dernier bâtiment. Les installations sont moins exiguës qu'au sein de ses prédécesseurs, mais elles sont encore étroites et il faut faire preuve d'ingéniosité. L'un des défis que nous avons à relever avec la classe Virginia, c'est la quantité d'éléments techniques et d'équipements que nous devons faire entrer dans un espace restreint. Lors de la conception, nous prévoyons que toutes les conduites techniques puissent être installées en hauteur. L'autre défi, c'est l'équipage lorsqu'il est en mer. Ces placards sont des extensions de l'espace de rangement alloué aux membres d'équipage. Cette épaisseur, c'est tout l'espace dont ils disposent pour ranger leurs vêtements, leurs effets personnels, tout ce qu'ils emportent avec eux. Tout l'intérieur du bâtiment est aménagé dans cet esprit de compacité, quel que soit le rang. Voici le carré des officiers du sous-marin de la classe Virginia. Comme vous le savez, c'est ici que les officiers se retrouvent pour prendre leur repas. C'est également ici que se tiennent beaucoup de réunions. On y discute des affaires courantes à bord. Il est intéressant de constater, compte tenu du fait que les sous-marins disposent d'un espace très restreint, que cette grande surface plane de la table peut être également utilisée comme table d'opération en cas de besoin. Quand ces engins hors du commun sont en service, ils explorent des profondeurs bien plus importantes que la Tortue, qui était propulsée manuellement. Ils sont capables de descendre à une profondeur de 240 mètres grâce à un système sophistiqué de ballast interne et externe. Ils peuvent stocker des centaines de litres d'eau. Nous disposons de 5 ballasts extérieurs qui sont habituellement remplis d'air lorsque nous naviguons à la surface. Quand nous devons plonger, nous ouvrons des conduites prévues sur ces ballasts. Le fond est équipé de grilles qui permettent à l'eau de remplacer l'air. Le bâtiment obtient ainsi une flottabilité légèrement négative en fonction de la profondeur à laquelle nous allons. Nous utilisons ensuite le ballast interne pour rétablir une flottabilité neutre et naviguer à la profondeur souhaitée. Pour faire face à la diversité des missions qui lui sont confiées, l'équipage des bâtiments de la classe Virginia dispose d'instruments de contrôle à la pointe de la technologie. L'un d'eux a même remplacé l'un des plus célèbres instruments de l'histoire du sous-marin. Le périscope constituait l'œil de tous les sous-marins depuis la fin du 19e siècle. Les ingénieurs ont décidé de le remplacer par un mât optronique dernier cri. Le système optronique est constitué d'un mât équipé d'une caméra sophistiquée. Elle permet de diffuser l'image qu'on ne pouvait autrefois consulter qu'à travers le périscope sur des écrans larges disposés dans tout le navire. Autrefois, il fallait prévoir le conduit de descente du périscope. Toute la conception du sous-marin et la disposition des pièces étaient organisées autour. En raison de la structure encombrante du périscope, la salle de contrôle se limitait traditionnellement à une petite pièce du pont supérieur. Dans la classe Virginia, le système de contrôle visuel est désormais compact et n'occupe plus qu'un petit espace. Le centre nerveux du sous-marin peut donc prendre place au pont intermédiaire, plus large. La salle de contrôle dans laquelle j'opère dorénavant peut accueillir tous les grands décideurs à bord. L'équipage est plus soudé. Nous pouvons vraiment fonctionner en équipe. Le sous-marin de la classe Virginia représente un coût de 2,7 milliards de dollars. C'est le sous-marin d'attaque le plus avancé de toute l'US Navy. Le 15e bâtiment de la classe est en cours de construction à Groton, dans le Connecticut. Patty McDaniel
responsable du projet, a toute confiance en ses qualités techniques. Le projet Colorado regroupe en fait tout ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'industrie. Nous nous améliorons constamment et nous allons continuer de progresser. Je pense que les sous-marins de la classe Virginia vont faire référence en matière d'ingénierie sous-marine. Sa conception et sa construction s'inscrivent dans la continuité de tout le formidable travail que nous faisons depuis plus d'un siècle. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, ce bâtiment de 115 mètres de long à la ligne épurée a été conçu en vue de remplir des missions très variées, notamment de reconnaissance et de surveillance. Un système sophistiqué de sonar lui permet de progresser en toute sécurité au-dessus du fond marin. Il se déplace grâce à un système d'hélice quasiment silencieux, le propulseur. Les moteurs, les propulseurs disposent de dizaines de milliers de chevaux de puissance. Ils sont pourtant très silencieux. Ça dénote d'un niveau d'avancement technologique assez impressionnant. Sur le plan acoustique, la classe Virginia est la génération de sous-marins les plus discrets que la marine américaine ait produit. Le sous-marin doit demeurer indétectable dans l'océan. Mais ces diverses missions exigent aussi rapidité de déplacement et maniabilité. Comment construit-on une coque épurée capable de traverser les océans du monde entier? Les ingénieurs de la classe Virginia se sont inspirés des plus grands inventeurs de l'histoire nautique. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les sous-marins sont en fait des navires de surface qui peuvent plonger pour une durée maximale de 48 heures. Une fois sous l'eau, ces vaisseaux deviennent difficiles à manier, inefficaces. Pour améliorer ces performances, il faut repenser totalement la conception des sous-marins. Matthew Werner est professeur d'architecture nautique. Il est venu découvrir par lui-même la solution trouvée par les ingénieurs. Voici un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Si on le compare à ce navire de surface, on constate qu'ils sont très similaires. Cette forme de coque est vraiment adaptée au déplacement à la surface. Ce design élégant ne crée qu'une toute petite vague de proue. Le sillage est très réduit et la résistance minime. Une configuration idéale pour limiter la traînée quand on navigue à la surface. Une fois plongé sous l'eau, cette forme de coque n'est plus du tout adaptée. Les équipements installés sur le dessus et la coque irrégulière génèrent d'une part une traînée de frottement entre la coque et l'eau, et d'autre part une traînée de forme, car l'eau s'écarte de la coque. Les dépressions engendrent des tourbillons qui réduisent considérablement la vitesse. Créer un sous-marin qui soit plus efficace sous les vagues constitue un casse-tête technique. C'est l'amiral Charles Mommsen qui trouve la solution. Cet officier de la marine américaine commande plus de 25 maquettes à grande échelle, dans le seul but d'améliorer la vitesse de déplacement et la performance sous l'eau. Tous ces essais finissent par payer. Toutes ces maquettes ont débouché sur la coque en forme de goutte d'eau, qui est devenue le standard pour tous les sous-marins modernes. Afin de pouvoir observer comment fonctionne ce design révolutionnaire et analyser ses qualités hydrodynamiques, Matt disperse du colorant dans le bassin. La maquette est complètement sous l'eau. Nous avons dispersé du colorant juste devant et nous allons la faire passer à travers. J'espère qu'on va observer un écoulement bien fluide au niveau de la poupe de la maquette. Voyons ce que ça donne. Elle arrive devant la vitre au niveau du colorant. Elle passe à travers le colorant. Regardez comme le mouvement est fluide quand la poupe passe dans la trace de colorant. Ça montre que la résistance est très faible.
Grâce à sa forme arrondie épurée, la coque en goutte d'eau permet de réduire considérablement la traînée de frottement et la traînée de forme. En 1953, les résultats de ces travaux révolutionnaires se concrétisent à travers un chef-d'œuvre technique. Après toutes ces heures de tests et de calculs, l'amiral Mommsen et son équipe finissent par réussir. Voici l'USS Albacore. L'Albacore est un bâtiment révolutionnaire qui bouleverse le monde de la construction sous-marine. Il se distingue des coques propres aux bateaux. Avec sa forme spécifiquement adaptée à l'univers sous-marin, il devient le bâtiment le plus rapide, le plus maniable jamais conçu. Il se pose en modèle pour tous les sous-marins qui suivront. Plus de 60 ans après la première sortie de l'USS Albacore, la classe Virginia de l'US Navy est aujourd'hui encore conçue avec la coque en goutte d'eau de l'amiral Mommsen. Nous avons des critères très stricts pour assurer la circularité des différentes sections de coque. Au moment de l'assemblage, tout doit s'aligner parfaitement pour limiter la quantité d'énergie nécessaire au déplacement sous-marin. Au sein de l'unité de fabrication de Rhode Island, les techniques de construction modernes sont à la pointe de l'hydrodynamique. Nous avons 3600 hommes et femmes qui travaillent à partir de plaques d'acier brut, de tuyaux, de câbles, pour créer des modules de 2000 tonnes. Les plaques d'acier entrent dans le circuit. La machine les découpe automatiquement aux dimensions voulues. En ce qui concerne la coque extérieure, les plaques sont roulées afin d'obtenir la forme circulaire nécessaire. Une force de 5000 tonnes est appliquée pour donner à la solide plaque d'acier sa légendaire forme de goutte d'eau. Pour aménager l'intérieur, les ingénieurs ont décidé de changer de point de vue. Les cylindres de la coque sont disposés à la verticale. Nous les équipons ainsi de toute la structure interne, les réservoirs, les conduites les plus larges. Cela nous permet d'utiliser des grues et des puits pour installer les éléments préassemblés de manière plus efficace, moins coûteuse. Chaque cylindre est ensuite basculé à l'horizontale. Les ponts également préassemblés sont glissés à l'intérieur. Les modules terminés sont ensuite envoyés pour l'assemblage final. Pour Patty McDaniel, cette étape reste toujours aussi impressionnante. Quand on assemble la dernière partie de la coque et que le bâtiment prend vraiment une allure de sous-marin sous le hangar, c'est un événement très excitant. Le transport de cette structure monumentale jusqu'à son habitat naturel est une manœuvre tout aussi spectaculaire. Il y a 78 modules de transfert synchronisés. Un opérateur appuie sur un bouton et les 78 modules se déplacent ensemble. Le bâtiment est transporté sur ses rails, au sol, jusqu'au ponton où il est mis à l'eau. Ken Blumstead, vice-président du programme, œuvre au cœur de son développement depuis 1996. La première fois que j'ai consulté le cahier des charges original de la classe Virginia, j'ai trouvé certaines exigences difficiles à atteindre. Mais tout s'est fait naturellement au fil de la construction. Aujourd'hui, le résultat est une plateforme extraordinaire. Chaque sous-marin mesure 115 mètres de long. Il est composé de 4 modules géants. Il comporte environ 1 million de composants. Sa construction requiert 10 millions d'heures de main-d'œuvre.
L'échelle monumentale de cette construction suscite l'admiration de Patty McDaniel, responsable du projet. C'est formidable d'assister à la construction et aux essais de ces systèmes que j'ai calculés. Je me sens privilégiée de voir tout prendre forme ainsi et d'assister enfin aux tests en mer. Pour l'équipage, la clé du succès des missions qui lui sont confiées réside dans sa capacité à rester sous l'eau pendant des périodes prolongées. L'équipage de 135 marins doit pouvoir se rendre n'importe où dans le monde, se déployer à partir de son port d'attache et être opérationnel dans n'importe quel océan sans avoir à se soucier de la quantité de carburant consommée. Comment faire pour permettre à un sous-marin de se déplacer jusqu'aux coins les plus reculés du globe sans avoir à se ravitailler? Cette tâche, a priori impossible, n'aurait jamais été accomplie sans le recours à une autre invention du passé. La propulsion des premiers submersibles était entièrement humaine. On raconte qu'en 1620, l'ingénieur hollandais Cornelis Drebbel C'est parti! submerge totalement un vaisseau et son équipage dans la Tamise, avant de parcourir la distance entre Westminster et Greenwich. Les historiens estiment aujourd'hui beaucoup plus crédible la version d'un engin semi-submergé porté par le courant. Le premier sous-marin mécanique est lancé en 1863. Il fonctionne à l'air comprimé. Le plongeur, c'est son nom, peut atteindre une impressionnante vitesse de 4 nœuds. Il doit être démesurément long pour transporter ses 23 réservoirs d'air. Il nécessite un navire de soutien pour son ravitaillement régulier. Aïe! Attention! Pour résoudre le casse-tête de la propulsion sous-marine, les ingénieurs ont recours à la plus grande découverte scientifique de tous les temps. Le professeur Rhys Morgan se rend dans une usine désaffectée en Autriche pour en apprendre un peu plus. Voici un réacteur nucléaire, le cœur d'une centrale nucléaire. Le cœur lui-même fait une profondeur impressionnante de 20 mètres. S'il fonctionnait, ce réacteur produirait suffisamment d'électricité pour alimenter 1,8 million de foyers. C'est vraiment incroyable. C'est une fantastique prouesse technologique. En 1951, le gouvernement américain enclenche un réacteur nucléaire expérimental dans l'Idaho. C'est la première utilisation civile de l'énergie nucléaire. La centrale alimente temporairement la ville d'Arco. Elle ouvre surtout la voie du nucléaire civil. L'amiral Hyman G. Rickover de l'US Navy y voit un autre potentiel. Il a l'idée d'exploiter ce mode de production d'énergie pour la propulsion des sous-marins. Rickover était un formidable pionnier. Le principal problème de la propulsion sous-marine, c'est que les modes de production d'énergie nécessitent de l'air. Le sous-marin doit donc refaire surface. Les batteries constituent une alternative, mais l'autonomie est faible. Rickover a un avis bien à lui. Il est convaincu que le procédé par lequel la réaction nucléaire fait bouillir de l'eau et produit de la vapeur peut s'appliquer à son problème. Un réacteur nucléaire, c'est en fait comme une immense bouilloire. Ce fer à vapeur va représenter le réacteur nucléaire. Il y a de l'eau à l'intérieur. Quand je l'enclenche, il la fait bouillir et la transforme en vapeur. Si je dirige le jet de vapeur sur la turbine, elle génère de l'électricité qui allume la lumière. La seule différence entre mon petit réacteur et l'énorme structure dans laquelle nous sommes, c'est la méthode utilisée pour chauffer l'eau. La réponse se trouve dans le cœur du réacteur.
Les crayons de combustible nucléaire contiennent des milliers de pastilles d'oxyde d'uranium. La fission des atomes d'uranium génère une réaction en chaîne qui dégage une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur. On obtient une source d'énergie presque illimitée qui peut durer des années. Le problème de Rickover, c'était de transformer l'immense structure d'un réacteur nucléaire en un dispositif qui puisse rentrer dans un sous-marin, tout en conservant la même puissance. La solution prend la forme du premier réacteur à eau pressurisé au monde. Le cœur de ce réacteur super efficace chauffe un circuit d'eau sous pression. Ce circuit réchauffe à son tour de l'eau sous pression dans un circuit secondaire. Il génère de la vapeur qui alimente une turbine principale qui produit de l'électricité. Après une série de tests rigoureux, l'amiral Rickover assiste en 1954 au lancement du Nautilus. Ce vaisseau nucléaire révolutionnaire peut parcourir plus de 2000 km en moins de 90 heures, tout en restant entièrement submergé. C'est une véritable révolution dans le domaine de la construction sous-marine. Auparavant, le sous-marin ne pouvait pas rester sous l'eau plus de 48 heures. Désormais, il n'avait plus besoin de remonter à la surface. Rickover et ses formidables ingénieurs ont rendu l'impossible possible. Le réacteur révolutionnaire du Nautilus ne nécessite un ravitaillement que tous les 2 ans. La classe Virginia porte cette merveille technologique à un tout autre niveau. Le réacteur des sous-marins de la classe Virginia a la durée de vie du bâtiment. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a jamais besoin d'être ravitaillé. Le sous-marin de la classe Virginia est propulsé par un réacteur nucléaire conçu pour durer aussi longtemps que le bâtiment, soit 33 ans. Cette centrale nucléaire top secrète transforme de l'eau de mer en vapeur. Elle permet au bâtiment de parcourir 1,5 million de kilomètres sans ravitaillement. Elle génère également toute l'électricité nécessaire au fonctionnement du sous-marin. Ce vaisseau a des capacités incroyables. En fait, le facteur le plus contraignant pour moi, c'est la quantité de nourriture que je peux stocker. L'énergie nucléaire nous permet d'être opérationnels partout dans le monde, dans tous les océans, dans n'importe quel environnement. Étonnamment, cette source presque illimitée d'énergie permet aussi aux sous-marins de se poster en un point totalement immobile pendant plusieurs semaines. Le réacteur de la classe Virginia est le plus avancé que l'US Navy ait jamais produit. Pendant plus de 2 décennies, une armée de designers, d'ingénieurs et d'ouvriers ont œuvré pour donner naissance à la classe Virginia, la génération de sous-marins la plus sophistiquée de l'US Navy. C'est formidable de se lever tous les jours pour venir travailler ici. Nous sommes tous très fiers de ce que nous faisons et nous nous réjouissons de voir le projet aboutir. 12 super sous-marins sont aujourd'hui en service. Chacun est équipé d'un réacteur nucléaire dernier cri qui lui permet de rester sous l'eau pendant des mois. Mais c'est un véritable défi que de préserver la sécurité de l'équipage pendant des périodes aussi prolongées, à 250 mètres sous la surface de la mer. Le sous-marin constitue un environnement confiné. Nous devons donc surveiller la composition de l'atmosphère, notamment les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone, afin de nous assurer que l'air reste respirable. Comment fait-on pour maintenir en vie un équipage de 135 hommes pendant des mois? La solution émane des travaux qu'un chimiste de génie a réalisés il y a plus de 200 ans.
Le professeur Rhys Morgan se rend au centre d'essai nautique de Portsmouth, en Angleterre. Il va se soumettre à un exercice pour prendre la mesure des problèmes que pose la création d'un habitat humain confiné sous l'eau. Voici un centre d'essai hyperbare. Ces unités sont utilisées par les marines du monde entier pour mettre à l'épreuve des dispositifs sous-marins ou pressurisés. Ce caisson permet de recréer les conditions de pression énormes rencontrées par les sous-marins au fond de l'océan. Rhys va utiliser cette technologie pour se glisser dans la peau des tout premiers sous-mariniers. Il va constater à quel point l'atmosphère à bord se modifie rapidement. Cette expérience peut être dangereuse. Jules va donc veiller sur moi depuis l'intérieur du caisson. Toute une équipe de médecins veille sur nous deux depuis l'extérieur. Le caisson est désormais scellé hermétiquement. Avec un exercice physique, Rhys et Jules reproduisent les efforts demandés par le travail à bord d'un sous-marin opérationnel. C'est surprenant. On est beaucoup plus rapidement essoufflé que lorsqu'on fait du vélo à l'extérieur du caisson. Dans notre atmosphère, le taux de CO2 est de 0,04%, une quantité totalement inoffensive. Dans un caisson hermétique, le niveau augmente avec chaque expiration. Il peut rapidement devenir toxique. Nous sommes à 5 minutes d'exercice et nous avons déjà produit la moitié du taux maximum de CO2 supportable. On commence vraiment à être à court d'oxygène. Il fait chaud. Voilà. On y va. Après 6 minutes d'exercice, les niveaux d'oxygène et de CO2 à l'intérieur du caisson sont totalement déséquilibrés. L'air est devenu dangereux pour la santé. Épuisé. Je ne sais pas comment faisaient les premiers sous-mariniers. Je pouvais vraiment sentir le niveau de CO2 augmenter et le niveau d'oxygène diminuer. Pour lutter contre l'augmentation du taux de CO2, les ingénieurs sous-mariniers de la Seconde Guerre mondiale nettoient l'air chimiquement. Ils répandent de grandes quantités de chaux sodé à travers le sous-marin. Par réaction, la chaux absorbe le CO2 présent dans l'atmosphère. La plus grosse difficulté est de maintenir le niveau d'oxygène à bord d'un vaisseau scellé hermétiquement. Il faut remonter au début du 19e siècle pour trouver une solution, dans les travaux d'un chimiste anglais, William Nicholson. Inspiré par l'invention de la pile électrique, il a l'idée de plonger une des plaques de la pile dans l'eau. Il déclenche ainsi une réaction chimique que nous connaissons désormais sous le nom d'électrolyse. Voici une démonstration du principe d'électrolyse. Je commence par verser de l'eau dans l'électrolyseur. Voilà. 2 tubes à essai remplis d'eau sont disposés au-dessus de l'anode et de la cathode immergées. On applique ensuite un courant électrique. On voit tout de suite avec ces bulles qui apparaissent au-dessus des électrodes les gaz qui sont produits. La cathode génère de l'hydrogène et l'anode de l'oxygène. Dans chacun de ces tubes, l'eau a été remplacée par du gaz. Cette réaction chimique est provoquée par les électrodes positives et négatives qui séparent et attirent les molécules d'hydrogène et d'oxygène de l'eau. Nous allons maintenant vérifier la pureté des gaz. Dans ce tube, j'ai de l'oxygène. Si j'introduis une tige incandescente et que le tube contient bien de l'oxygène, la tige devrait s'embraser.
Voilà, en quelques secondes, nous avons produit suffisamment d'oxygène pour remplir ce tube à essai. Il ne nous reste plus qu'à reproduire ce processus à grande échelle, afin d'obtenir suffisamment d'oxygène pour notre équipage enfermé sous l'eau. Les ingénieurs de la classe Virginia utilisent ces travaux révolutionnaires pour recréer des conditions vivables sous l'eau pendant des mois. Pour maintenir une atmosphère vivable sans avoir à remonter à la surface, nous produisons de l'oxygène par électrolyse. Nous appliquons un courant électrique à de l'eau distillée pour séparer l'hydrogène de l'oxygène. L'oxygène est diffusé dans le sous-marin et nous retirons de l'hydrogène afin de maintenir une oxygénation à 20%, comme dans l'atmosphère terrestre. L'électrolyseur basse pression dernier cri de l'US Navy se trouve dans la salle des machines auxiliaires. Il peut produire jusqu'à 5,6 mètres cubes d'oxygène par heure. Le dioxyde de carbone, potentiellement toxique, est extrait grâce à une installation de traitement des gaz par amine. Quand nous expirons, nous rejetons du dioxyde de carbone dans l'atmosphère du vaisseau. Nous disposons d'un équipement qui extrait le dioxyde de carbone. Il est ensuite comprimé. On peut soit le stocker, soit l'évacuer. L'équipage dispose de conditions de vie qui peuvent sembler normales. Pour autant, quand on évolue à 250 mètres sous la surface de la mer, la sécurité reste une préoccupation permanente. Il faut être paré à toute éventualité. Si un sous-marin venait à couler, ce qui est peu probable, les membres d'équipage ont la possibilité d'évacuer. Dans l'éventualité où l'atmosphère d'un sous-marin deviendrait toxique, Eric Nabors entraîne les équipages à réaliser une évacuation pressurisée. Il utilise un équipement ingénieux, une combinaison spécifique. Elle est conçue pour fournir suffisamment d'air à l'occupant pendant toute la phase de compression et d'ascension. Elle dispose de 34 kg de flottabilité positive dans l'eau et permet de remonter à une vitesse de 190 mètres à la minute. Feu vert pour commencer l'exercice. Nous commençons l'exercice. Lors de l'entraînement, comme prévu, la combinaison permet aux élèves de remonter rapidement la colonne d'eau de 11 mètres. Mais il y a une règle incontournable. La règle numéro 1 de l'évacuation sous-marine est de ne jamais retenir son souffle. Le sujet a inhalé de l'air comprimé en profondeur. En remontant la colonne d'eau, la pression autour de lui diminue. Le risque principal est la surpression pulmonaire. La surpression pulmonaire peut être mortelle. La différence de pression peut en effet entraîner une rupture des alvéoles pulmonaires. Cela ne se produit que si le sujet retient son souffle. Nous leur apprenons donc à respirer normalement ou à expirer pendant toute la montée. Tout va bien? Je vais bien. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce bijou de technologie peut supporter des pressions allant jusqu'à 17 kg par centimètre carré. Ces combinaisons ont été testées à des profondeurs allant jusqu'à 183 mètres. C'est un concentré de technologie tout à fait fascinant. Voilà plus d'un siècle que le premier sous-marin à propulsion autonome a été lancé dans les profondeurs des océans. Les ingénieurs, designers et ouvriers qui participent à la fabrication de la classe Virginia entrent à leur tour dans l'histoire. Ils ont su s'inspirer des innovations passées, les adapter, voire plus grands, et faire leurs propres découvertes. J'adore venir ici.
Assister à la construction de ces sous-marins, voir les équipages s'approprier progressivement les systèmes que nous leur confions pour finalement donner vie au bâtiment, c'est une aventure tout à fait magique. Le Missouri rentre tout juste d'une mission de 6 mois. Imaginez pouvoir conduire votre voiture pendant 6 mois ininterrompus. Cette performance témoigne du talent des ingénieurs qui l'ont conçu, des ouvriers qui l'ont fabriqué et de l'équipage de 135 hommes qui l'a manœuvré et entretenu au quotidien. Ils ont réussi à rendre l'impossible possible.